Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission à Drawi Live. Nous sommes le dimanche le 13 septembre et aujourd'hui on va avoir le grand plaisir de recevoir monsieur Jean-Louis Roy et on va passer avec lui un bon moment pour discuter d'un sujet qui est très intéressant. Il s'agit de cette réunion qui a eu lieu des Libyens sur la terre du Maroc. Et pour commencer, pour les gens qui n'ont pas suivi de près ce sujet, je vais vous faire une petite présentation et par la suite, M. Jean-Louis Roy va être avec nous en direct. Donc, au moment où le dialogue interlibyen battait son plein dans la ville balnéaire marocaine de Bouznika, au sud de la capitale Rabat, les autorités du gouvernement d'union nationale libyen, le GNA, découvraient un nouveau charnier dans la ville de Taruna, qui a longtemps servi de bastion des forces de l'armée nationale libyenne et qui n'a de national que le nom, vu le nombre important de mercenaires étrangers dans ses rangs. Et pendant que deux délégations représentant le Parlement de Tabrouk et le Haut Conseil d'État du GNA négocient à Bosnika les forces de maréchal Khalifa Haftar, autoproclamé seul dirigeant de la Libye, s'acharnait à bombarder à coups de roquettes Grad les positions du GNA à l'ouest de Sirte. Et quelques jours avant le début du dialogue interlibyen au Maroc, certains médias français et émiratis ont entamé une campagne de désinformation pour prédire l'échec annoncé de ces pourparlers. C'était vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les résultats de ces discussions ont été très positifs. Le prolongement du temps imparti pour ces négociations de 2 jours a permis aux deux parties d'arrondir les angles et de trouver d'importants compromis. Au terme de 5 jours de négociations, les Libyens se sont finalement mis d'accord sur la répartition des postes de souveraineté et sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs de sélection du candidat. Les participants se sont donné rendez-vous à la dernière semaine de septembre pour adopter les mesures nécessaires qui garantissent l'application et l'activation de cet accord, souligne le communiqué final conjoint lu par Denissa Omran de la Chambre des représentants libyenne. Les deux délégations ont appelé l'ONU et la communauté internationale à appuyer le Maroc dans ses efforts en faveur d'une solution politique globale en Libye. Dans la guerre par procuration que se livrent plusieurs pays en Libye, la population reste la grande perdante. Les avancées réalisées lors du dialogue interlibyen permettront-elles de pacifier le pays? Quelle sera la place du maréchal Khalifa Haftar? Et quelle sera l'attitude des Émirats arabes unis, de la Russie et de la France? Donc, pour répondre à toutes ces questions, nous avons avec nous ce soir M. Jean-Louis Roy qui va nous joindre dans quelques instants. Et pour faire une brève présentation de M. Jean-Louis Roy, j'aimerais dire qu'il est président directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il est directeur du journal Le Devoir entre 1980 et 1986, délégué général du Québec à Paris entre 1986 et 1990,
secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la francophonie entre 1990 et 1998. Il est président du Parlement international entre 1998 et 2002. Et aussi, il est président de Partenariat international entre 2007 et jusqu'à aujourd'hui. Aussi, il est directeur de l'Observatoire mondial des droits de l'homme, UPR Watch, entre 2008 et aujourd'hui. Donc, nous avons quelques secondes pour avoir M. Jean-Louis en direct avec nous. On avait quelques problèmes de connexion, mais ça doit être réglé dans pas long. Et je vous attends, M. Jean-Louis. Je ne vous vois pas. Est-ce que vous pouvez vous connecter à nouveau? Je ne vous vois pas dans l'écran. Ah, je m'excuse. J'ai deux Jean-Louis. Je viens de parler avec un autre Jean-Louis. Donc, dans quelques instants, nous allons avoir M. Jean-Louis Roy avec nous. Il est là. Donc, M. Jean-Louis Roy, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous cherchais dans mon écran. On va enlever le son. Est-ce que vous m'entendez, M. Jean-Louis? Je vous entends. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je suis très content de vous recevoir. J'ai fait une brève présentation de vous, mais votre parcours mérite quelques heures de présentation. Pour les gens qui nous regardent depuis le Maroc et d'ailleurs en dehors du Canada, est-ce que vous pouvez nous donner une brève description de votre carrière professionnelle? Écoutez, moi je suis d'abord un historien de l'économie. J'ai été professeur d'université à Montréal, à l'université McGill, université anglophone importante au Canada et dans le monde. Ensuite, j'ai dirigé le principal journal politique en langue française du Canada, qui est le quotidien Le Devoir. Là, j'étais en lien avec des amis de la presse marocaine. Ensuite, j'étais à Paris pour 3 ans et ça a duré presque 20 ans. J'étais délégué général du Québec, c'est comme une ambassade, si on veut, la représentation du Québec à Paris et à la francophonie. Et en 1990, j'étais élu et réélu en 94 comme à la direction de ce qui est aujourd'hui l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et là encore, j'ai beaucoup travaillé avec nos amis du Maroc. Après, je suis rentré au Canada et j'ai fait un certain nombre de fonctions que vous avez évoquées. Mais dans toute cette période-là, j'ai beaucoup écrit et j'ai beaucoup écrit sur l'Afrique. Et dans mon dernier livre, il y a tout un chapitre qui est consacré au Maroc, puissance africaine. D'accord, donc vous êtes un grand connaisseur de la région du Maghreb, de l'Afrique en général, et bien sûr, ce qui se passe en Libye ces jours-ci, c'est un sujet qui vous intéresse. Écoutez, c'est pas un sujet comme un autre, c'est un très grand sujet. En 2016, le président du Nigeria, le président Buhari, était au Parlement européen, faisant une grande intervention sur les liens entre l'Afrique et le monde, et il a pris un long moment pour évoquer la situation de la Libye en disant c'est un souk d'armes, c'est un souk d'armes, c'est une bombe à retardement, pas seulement évidemment pour les Libyens qui sont dans cette situation terrible depuis 10 ans maintenant. Le Kadhafi a été tué en 2011. Ça fait donc 10 ans que la Libye est dans cette grande difficulté, dont 6 ans de guerre civile. Les 8 millions, 10 millions de Libyens, plus ou moins, ont souffert énormément. Et ce conflit a eu des répercussions
considérable, considérable sur un grand nombre de pays de l'Afrique immédiatement sous-saharienne. Je pense évidemment au Mali, mais au Burkina Faso, mais au Niger, mais au Tchad. D'une certaine manière, Boko Haram s'est rendu jusqu'au Nigeria à travers le Cameroun. Donc, on n'est pas dans une petite chose, un conflit malheureux euh, qui n'a pas trop de répercussions. C'est un conflit qui dure depuis longtemps. C'est un conflit qui suscite l'intervention de grandes puissances. Vous avez évoqué tantôt la France, la Russie, les Émirats, d'autres. Euh, et pourquoi? Et pourquoi? Parce que la Libye est un très grand pays. C'est l'un des plus grands pays du continent africain. C'est le premier producteur de, c'était le premier producteur de pétrole africain et c'était le 9e producteur de pétrole au monde. Alors c'est considérable. Il y a là des ressources, des richesses qui sont convoitées, mais la façon dont, à la fin du, des années 10, en 2010-2011, la façon dont on a posé le problème de la Libye, la façon dont on a cherché par tous les moyens à se débarrasser de M. Kadhafi, parce qu'il avait des projets sur l'Afrique, notamment au plan de la monnaie africaine. La façon dont tout ça s'est fait a créé un chaos considérable. Et quand je dis que la Libye est un grand pays, il faut voir aussi que la Libye est pas des fois, on voit, les gens pensent que la Libye, c'est un petit peu de désert et que ça n'a pas trop de répercussions. Quand on regarde la carte géographique de cette région du monde, on se rend compte que la Libye a comme voisin immédiat l'Égypte, a comme voisin immédiat le Soudan, a comme voisin immédiat le Tchad, a comme voisin immédiat l'Algérie, a comme voisin immédiat la Tunisie. C'est un grand conflit qui doit se terminer. On est dans une période où on parle peu de paix et de sécurité parce qu'il y a trop de peine et d'insécurité. Mais moi, je salue l'action du Maroc. Je salue avec beaucoup de respect la longue action du Maroc. Vous savez, c'est pas la première fois que le Maroc essaie de trouver des formules pour amener la paix et la sécurité en Libye et dans la région. Déjà en 2015, à Skirat, il y avait une première rencontre extrêmement importante qui avait donné des résultats immédiats intéressants, mais qui ont été malheureusement pas suivis d'effet parce que des puissances étrangères s'en sont mêlées. En 2015, donc, le Maroc s'intéressait déjà à trouver une formule de réconciliation entre les factions libyennes. En 2018, rappelez-vous, en 2018, le président du Haut Conseil d'État libyen, le président du Haut Conseil d'État libyen et le président du Parlement étaient à Rabat en même temps, et ce, par personne interposée, et ensuite directement, ont commencé à se parler. Et puis, il y a la récente initiative qui nous rassemble aujourd'hui, qui est considérable, qui amène donc les factions, les partis les plus importantes, les plus déterminantes à se rencontrer pour 2 jours. Finalement, la rencontre se prolonge pendant 5 jours, là où à peu près tout le monde a échoué. Les Nations Unies, fort malheureusement, la grande conférence de l'Allemagne, où les Libyens n'étaient pas invités, on va dire qu'il y a un grand succès. Et puis les initiatives égyptiennes, algériennes, etc., tunisiennes, tout ça n'a pas donné de résultat. Et là, il semble que sous le patronage du Maroc, de la diplomatie marocaine, des avancées importantes se seraient produites. Et on sait aussi que les partis ont accepté de se revoir avant la fin du mois, ce qui est aussi une indication très forte. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur Jean-Louis Roy,
même avant la tenue de cette rencontre au Maroc, il y avait des médias qui sont des alliés de l'Émirat arabe uni ou des médias français qui ont annoncé que cette rencontre ne sert à rien et elle ne va changer rien. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui veulent que ce conflit reste pour toujours? Écoutez, si tel est le cas, et c'est pas impossible, j'espère que les forces contraires vont l'emporter. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on ne voit pas les effets dramatiques du conflit libyen dans toute la grande région du Sahara. On est en train de déstabiliser jusqu'à la Côte d'Ivoire une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on touche au Mali et au Niger et au Burkina Faso, on touche au Bénin à côté et tout de suite à côté, en dessous, le Togo et la grande force économique de la région, la Côte d'Ivoire, et puis un petit peu plus haut, le Sénégal et la Mauritanie. On ne peut pas décemment penser qu'un bien sortira du maintien de la guerre entre les factions en Libye. Il arrive quelquefois qu'on doive soutenir une faction contre l'autre et qu'on fasse durer un conflit pour un plus grand bien. Il n'y a pas dans ce cas-là de plus grand bien. Moi, je regarde l'Afrique du Nord, je regarde l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, l'union du Maghreb arabe, ce rêve, important rêve, un jour ou l'autre, les pays de l'Afrique du Nord devront négocier leur place dans le monde, leur part de la croissance et du développement du monde à partir d'une position unifiée. C'est ce que tout le monde fait. C'est ce que tout le monde fait. C'est ce que l'Europe a fait la première peut-être. C'est regarder les grands négociateurs du monde. Ce sont des fédérations ou des rassemblements de pays. L'Inde, le Brésil, le Canada, l'Indonésie, la Chine, l'Allemagne, le Mexique, les États-Unis. Tout ça, ce sont des conglomérats de sociétés humaines très diverses, mais qui ont réussi à trouver des ententes, qui ont compris que leurs intérêts étaient convergents. Et il n'y aura pas de développement de l'Union du Maghreb arabe, on le sait tous, tant et aussi longtemps qu'il va y avoir ce conflit terrifiant en Libye. Et là, le Maroc joue un rôle formidable, comme il a joué aussi, le Maroc. Et j'ai été associé à cette entreprise, comme il a été aussi, le Maroc a joué aussi un rôle absolument déterminant concernant le Sahara. On ne peut pas pendant 20 ans répéter le mantra qui était répété de référendum, et que ça ne soit jamais suivi des faits et qu'on mette rien sur la table. Moi, je salue le Maroc qui a mis dans le cas du Sahara une proposition complète, riche sur la table, en disant ça suffit, il faut passer à autre chose. Eh bien, je réponds à votre question concernant la Libye. Y a-t-il des gens qui ont intérêt à ce que ça dure? Oui, sans doute. Eh bien, il faut être plus fort qu'eux. Il faut, à un moment donné, passer par-dessus eux, même s'ils sont puissants, et les dénoncer, et continuer le travail. Et on est dans des choses qui prennent du temps. Mais à terme, il y aura, on doit tous le souhaiter, une paix en Libye qui aura pour effet d'apporter de l'apaisement dans la grande région du Sahara, ce que j'évoquais tout à l'heure, et peut-être, on regarde à la fin de cette décennie peut-être, mais quand même, et peut-être la reprise de ces travaux qui avaient commencé à se faire entre les pays de l'Afrique du Nord en vue de la création d'une communauté des pays de l'Afrique du Nord. Monsieur Jean-Louis Roy, une coopération entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des pays qui sont très très loin de la Libye, qui font partie de ce conflit. Est-ce que vous pensez qu'une
coopération Maroc, Algérie, Tunisie, ces pays qui travaillent déjà ensemble pour la lutte contre le terrorisme, est-ce que vous jugez qu'une action commune sera utile en ce moment? Écoutez, c'est une question très subtile, très sensible, vous le savez bien, entre le Maroc et l'Algérie, les choses ne sont pas simples. Mais les choses n'étaient pas simples non plus entre les Allemands et les Français. Les choses n'étaient pas simples entre plusieurs groupes en Asie et finalement les gens ont appris à se parler. On va voir un jour la Corée réunie. Ça me paraît évident qu'on va voir ça. Les gens doivent se parler et très sérieusement. Il doit y avoir en Algérie aujourd'hui et en Tunisie aujourd'hui des gens qui applaudissent l'initiative du Maroc. Il doit y avoir des gens qui se disent et si on pouvait soutenir, participer, enrichir cette initiative pour qu'à terme elle réussisse et qu'il y ait la paix en Libye et que la Libye cesse d'être un endroit où les droits humains sont absolument bafoués, où notamment des Africains sont traités comme des animaux par centaines, sont parqués comme des animaux par centaines, sont battus, sont tués comme des animaux par centaines. Il doit y avoir des bons esprits, des esprits humains intéressés par la paix, le développement et les droits, et à Alger et à Tunis, qui se disent en eux-mêmes cette initiative qui est lancée et qui est bien lancée ne peut pas, ne doit pas échouer. Si elle devait échouer, cette initiative, les deux pays que vous venez de nommer, qui sont deux pays limitrophes de la Libye, en subiront les conséquences. C'est leur intérêt national, c'est leur intérêt régional, c'est leur intérêt, je dirais, continental, que ce cancer qui ronge le développement du continent africain, qui met à mal à nouveau la réputation du continent africain, que ce cancer-là se termine et qu'on reconstruise la Libye, que ça redevienne un pays où les êtres humains sont traités comme des êtres humains, où on n'a pas peur, où on ne vit pas de la peur permanente et où il n'y a pas le manque non plus, le manque d'école, le manque de nourriture, le manque de sécurité, etc., etc. C'est exactement ce qui se vit en Libye, le contraire de ce que les êtres humains, où qu'ils soient dans le monde, c'est le contraire de ce qu'ils souhaitent expérimenter dans leur vie. C'est un cancer, c'est une partie de nous-mêmes qui est profondément atteinte, profondément malade et qui doit être soignée et guérie. Je vais vous lire une citation à ce sujet et j'aimerais vous entendre là-dessus. Dans leur communiqué conjoint, les deux parties ont affirmé que ce dialogue vient en application de l'article 15 de l'accord de Sirat et en confirmation des conclusions de la conférence de Berlin et sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Les participants ont déclaré que ce dialogue a eu lieu dans une atmosphère amicale et fraternelle marquée par la compréhension et le consensus. Est-ce que vous pensez que le Maroc a rempli son rôle dans ce processus? Écoutez, il y a trois, quatre choses que je vais vous dire. Parfois, ces conférences-là ne se terminent pas. Les gens quittent. Les gens ne se parlent plus. C'est terminé. Ça, c'est une première option qui n'a évidemment pas, qui ne s'est pas produite dans la négociation qui fait l'objet de notre conversation. Mais bon, ça se produit. On dit on ne veut plus vous parler. Vous n'êtes pas parlable, comme on dit au Québec. Deuxièmement, on a vu ça souvent. Vous connaissez ça.
où une conférence de cette nature se termine par un communiqué froid, où les parties disent qu'elles ont eu des entretiens, qu'elles ont parlé des questions qui les divisaient, mais malheureusement sans succès, qu'elles sont prêtes peut-être à se reparler, mais que la conférence Z là, a été un échec. Il y a une troisième formule, et c'est celle-là qu'on vient de vivre, où des partenaires qui ont toutes sortes de raisons de se méfier, qui ont vécu des oppositions fortes, violentes, acceptent de se retrouver dans la même ville, dans le même bâtiment, dans la même salle, autour d'un même agenda, pas trop sûrs de ce que ça va produire, et qui se disent on va faire ça pendant 2 jours, et qui le font, et qui découvrent que ça vaut la peine de continuer, une troisième journée, une quatrième journée, presque une cinquième journée, et qui émettent un communiqué commun dans lequel ils se félicitent d'avoir trouvé des terrains d'entente, notamment, si vous avez lu le communiqué, notamment sur la dotation de grands postes majeurs dans la vie économique et dans la vie politique de la Libye. Et qui se disent, on a des références partagées, des repères partagés. Nous quittons ici cette conférence avec la volonté de nous retrouver avant la fin de ce mois. Alors écoutez, plus que ça, c'est une entente. Plus que ça, c'est la prochaine fois où on fait un pas de plus vers ce qu'on appelle une entente. Et si vous me demandez, est-ce que le joueur marocain a bien joué, je vous dis, regardez les résultats. Il a fallu, je suis sûr de ce que je vous dis, pour avoir fait ça à plusieurs reprises dans ma vie, il a fallu que l'hôte de cette conférence trouve 1000 fois plutôt qu'une les bonnes formules, les bons moments pour inviter, les bons moments pour parler aux partis séparément, pour parler aux partis ensemble, pour faire appel à des amis à l'extérieur de la conférence, peut-être même à l'extérieur du pays, qui puissent faire un appel amical à tel ou tel dirigeant, d'un côté ou de l'autre, pour les aider à avancer. Je suis sûr que la diplomatie marocaine a œuvré jour et nuit pendant les 5 jours de cette conférence. C'est comme ça que ça marche. Et si ça c'est pas fait, eh bien ça réussit. Les conférences ont des chances de moins réussir ou de pas réussir. Parce que il faut réaliser, on n'est pas dans une maternelle là. On n'est pas dans des séances de commémoration sympathiques. On est placé devant des groupes qui sont opposés depuis longtemps, avec des moyens considérables, avec des intérêts économiques, des intérêts politiques immenses, et on leur demande de rendre ça convergent. Ce n'est pas évident. C'est un vrai travail, c'est un travail extrêmement complexe, et pour le réussir, il faut vraiment avoir beaucoup de talent. Et moi, j'ai commencé mon entretien avec vous en saluant la diplomatie du Royaume du Maroc. Je réitère cette salutation parce que je viens de vous le dire, sans cette diplomatie fine qui est celle du Maroc, appliquée à un cas difficile comme celui de la Libye, nous ne serions pas en train de parler d'une éventuelle rencontre entre 2 parties qui se sont laissées en très bons termes. Vous avez cité plusieurs cas tout à l'heure de rencontres, et il y a un autre qui vous a peut-être échappé, c'est que des fois on se rencontre sans que les parties en conflit ne soient présents, et on décide à leur place. Alors que dans le cas du Maroc, les 2 parties étaient autour de la même table. Oui, c'est ce qu'on avait fait en Allemagne, où on avait réuni le monde entier à peu près autour de tous les gens qui avaient des intérêts dans la question libyenne.
et on n'avait pas invité les Libyens, ou enfin ils n'étaient pas là, le Maroc non plus d'ailleurs. Et ça a paru à tout le monde comme, pour un grand pays comme l'Allemagne, comme une distraction, disons, douteuse. Euh, Si on parle de la Turquie et des Émirats arabes unis, est-ce que vous pensez que ces deux pays font partie de la solution en Libye ou ils sont le fondement du problème? Oh, écoutez, vous voyez ce qui se passe avec les États-Unis d'Amérique, les négociations avec Israël, les Émirats, etc., Qatar, bon, et puis vous voyez l'immense, l'immense, les initiatives considérables, peu importe ce qu'on en pense par ailleurs de la Turquie. C'est sûr qu'on est devant un grand pays qui est la Turquie, un regroupement d'États, qui sont les Émirats, et qui sont très actifs en ce moment, et qui ont dans les deux cas des intérêts considérables en Afrique. Les Émirats sont très implantés en Afrique. Et ceux qui ont suivi les développements de l'Afrique, autrement que dans les nouvelles affreuses et fausses, qui touchent uniquement la crête de la vie politique des pays, mais qui s'intéressent aux investissements, au développement des infrastructures, au commerce, à l'installation des banques, au développement des assurances, au développement des bourses régionales, savent que les Émirats, la Turquie, au transport aérien, le Turkish Airlines et sur tout le continent. Et voilà des groupes qui ont des intérêts en Afrique qu'ils n'avaient pas il y a 10 ans. Et donc, ils devraient s'intéresser d'une autre manière au règlement de la crise en Turquie. Est-ce qu'ils sont capables d'enrayer, de faire dérailler un règlement? Je ne crois pas. Si le règlement qui vient est appuyé par les Nations Unies, malgré la faiblesse actuelle des Nations Unies, s'il est appuyé par l'Union africaine, s'il est appuyé par l'Union européenne, si la Chine mettait sa signature, ça réglerait l'affaire. On sait déjà que les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, excusez-moi d'abord, et ensuite l'Union européenne ont salué les résultats de la conférence et remercié le Maroc. Il s'agirait que une grande campagne d'appui au résultat de la négociation s'engage, que d'autres grands pays, j'ai nommé la Chine, mais que d'autres grands pays du monde marquent leur appui. Et je pense qu'on pourrait se retrouver étonné, mais heureux, devant des propositions qui se rapprocheraient de la sécurité et de la paix pour le peuple libyen. Et est-ce que vous pensez qu'il arrivera un jour où l'on voit la Libye divisée en deux? Je ne crois pas. Je ne crois pas. La population le territoire est immense, d'abord, un des plus grands pays d'Afrique, mais la population est relativement limitée, 8 millions, 8,5 millions, plus ou moins, mais là c'est difficile avec tous les mouvements de population. À moins que des forces étrangères investissent massivement pour garder ou pour prendre le contrôle, les Libyens ont intérêt à reconstituer leur société civile et leur État et à rester ensemble. Le mouvement, on l'a vu au Soudan, on le voit ailleurs dans le monde aussi, et plutôt, je parlais tantôt de l'unité de la Corée. Le mouvement n'est pas à la division des pays en sous-pays ou je sais pas quoi, mais plutôt au regroupement. Les gens se rendent bien compte que même si on est riche, même si on a des richesses en tout cas, quand on est, et je parle d'un pays, le Canada qui a 35 millions, quand on est des petites populations,
la division n'a pas de sens et ce qui a du sens, c'est de se regrouper avec d'autres pour être encore, pour passer de 7 à 60 si le Maghreb, l'Union du Maghreb arabe se faisait. Mais voilà. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la Libye, mais ce que je sais, j'en sais un peu quand même, ce que je sais, ça me surprendrait que les séparatistes d'un côté ou de l'autre euh, réussissent à faire cette césure. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Louis Roy. Le volet de la Libye, je pense qu'on a fait pas mal le tour de tous les points qu'on voulait discuter avec vous. Retournons au Maroc. Vous avez dit au début que vous connaissez le Maroc de très près. Est-ce que vous avez fait des visites au Maroc? Et puis écoutez, j'ai travaillé pendant des années avec les pays du Maghreb, donc j'y allais régulièrement. Ah, d'accord. Euh, j'ai eu des grands amis au Maghreb qui ne sont plus là, comme le professeur Boutaleb, par exemple, pour n'en nommer qu'un seul. Mais récemment, j'ai pris 3 ou 4 ans de ma vie avec des économistes africains pour écrire un ouvrage qui est paru en français, qui va paraître en anglais, en espagnol et en mandarin et en arabe. Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle. Et dans ce volume-là, qui est paru à Dakar en février dernier, on n'a pas pu trop parler du livre à cause de la difficulté sanitaire dans lequel le monde est entré, mais on en parlera plus éventuellement. Il y a un chapitre dans le livre qui est Maroc, puissance africaine. Écoutez, c'est pas un secret pour ceux qui nous écoutent, qui nous entendent, je suis sûr. Le Maroc a fait l'option de l'Afrique subsaharienne il y a plusieurs années. Plusieurs se demandaient si c'était une option viable et la réponse est venue dans le temps lorsqu'on a constaté que les banques marocaines s'étaient répandues dans 20 pays du continent subsaharien, de l'Afrique subsaharienne, que que les banques, mais aussi les sociétés d'assurance, que les sociétés conseils, euh, que les grandes sociétés de produits pour l'agriculture, les grandes sociétés marocaines, s'étaient donc installées un peu partout sur le continent africain. Et on a vu aussi le commerce entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc augmenter de 11% par année annuellement entre 2005 et 2015. Le mot que je cherchais tantôt, c'était les phosphates. Voilà. Donc, on va pas entrer dans beaucoup de détails, mais c'est sûr que le choix qu'a fait le Maroc de participer, de contribuer, de croire que l'Afrique est un chantier qui va réussir, qui va être que le continent va être un immense marché de 2,4 milliards de consommateurs dans 30 ans, qu'un être humain sur 4 va vivre sur le continent africain. Moi, je dis que le choix du Maroc est un choix éclairé, même si le chemin est un peu étroit, faut le dire. Euh, c'est c'est un chantier, vraiment, c'est un grand chantier, et ça va bien dans telle région, dans tel pays, et il y a quelques difficultés dans d'autres, mais l'Afrique se pense maintenant comme un ensemble, se dote actuellement de structures pour être un marché commun continental, avec un grand secrétariat au Ghana. Les Africains, dans 30 ans, avec les Indiens et les Chinois, vont être le plus grand groupe d'internautes au monde. 1 milliard 200 millions d'internautes en Afrique. Pensez au commerce numérique. Il y a, c'est un pari qu'a fait le Maroc qui, à mon avis, sera un pari gagnant.
Voilà ce que je dis du Maroc. C'est un pays qui accueille aussi des grands groupes industriels. Vous l'avez vu avec l'aéronautique, vous Ouais. l'avez vu avec l'automobile. Vous voyez les Chinois qui veulent installer leur grande société dans un parc industriel réservé à cette fin. Tout ça, c'est pas en vue du marché du Maroc. C'est en vue, bien sûr, du marché du Maroc, mais du marché du continent. Du marché du continent. Il y a des gens qui voient le développement du continent, l'investissement, le commerce, qui voient tout ça à partir de Casa, de Rabat, de Marrakech, etc., etc., à partir du royaume. Alors, euh, où tout le monde se trompe, et ce serait quand même étonnant, où les études de ces grands groupes internationaux aéronautiques, automobiles, industriels à tous égards, numériques, où les études convergentes de ces grands groupes indiquent que l'Afrique sera ce grand marché et s'installe sur le continent à différents endroits. L'Éthiopie est un autre endroit où les gens s'installent, le Ghana, certainement le Maroc, et c'est bon pour le Maroc de penser que dans le monde, on le voit comme un des moteurs du développement du continent africain. Euh, on vit une période compliquée, on va voir comment l'économie va se recomposer, mais à terme, les 2,4 milliards d'Africains vont avoir besoin d'eau, ils vont avoir besoin de nourriture, ils vont avoir besoin de soins, ils vont avoir besoin d'emploi, ils vont avoir besoin, penser que chaque ville africaine qu'on voit va doubler de population. Donc, on aura besoin d'habitation, de services de santé, de services scolaires, de sécurité, de transport, etc., etc. Alors voilà, moi je trouve que sur le fond, le Maroc a fait un choix formidable. La rentabilité est là. Elle est un petit peu sans doute ébranlée là avec la pandémie actuelle, mais le monde entier est ébranlé, donc c'est compréhensible. Mais on va sortir de ça un jour, j'espère le plus rapidement possible. C'est sûr. J'ai reçu une question d'un collègue de notre journal As-Sahafa qui dit: que pense justement le gouvernement canadien concernant cette puissance marocaine par rapport à son rôle en Afrique? Comment Ottawa peut-elle, et aussi Québec, peut-elle exploiter cette position? Écoutez, la vérité, moi je suis pas là pour vous raconter des sornettes. La vérité, c'est que depuis 15 ans, le Canada s'est éloigné de l'Afrique. C'est un choix. Le gouvernement du Premier ministre, M. Harper, à l'époque, était légitime. Il a décidé d'investir plutôt dans l'hémisphère américain, dans les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, avec des résultats assez moyens. Et donc, on a choisi de quitter, d'une certaine manière, le continent africain. Ça signifie qu'on a fermé des ambassades, qu'on avait des fonds d'investissement euh, qui ont été annulés, que le va-et-vient politique et économique entre le Canada et l'Afrique a diminué considérablement. Et on est dans ça. On est plusieurs, dont celui qui vous parle, à essayer de raviver les flammes. Et ma foi, quelque chose se passe. Le Québec a ouvert une délégation du Québec à Rabat. On n'était pas là du tout, ce qui était assez étonnant. Donc, il y a une présence permanente du Québec, politique et économique, dans votre capitale marocaine. Le ministre des Affaires étrangères du Canada a, dans sa liste de ses premiers voyages, inclus le Maroc, Ouais. ce qui est un signe aussi de quelque chose qui importe. Le Québec, le nouveau gouvernement du Québec, nouveau depuis 2 ans, a dit publiquement, le premier ministre, M. Legault, a dit publiquement que l'Afrique, à nouveau, était considérée comme prioritaire et il a créé un groupe de travail à son bureau sur la relation Québec-Afrique. Donc,
j'ai l'impression que lentement, à mon avis trop lentement, mais ça c'est mon avis personnel, là, à mon avis donc, j'ai l'impression qu'on sort tranquillement de, je dirais pas de l'indifférence, mais je dirais de la distance que le Canada avait pris à l'endroit de l'Afrique. On verra ce que ça va donner. C'est sûr qu'il y a des grands domaines, je pense à l'immigration, par exemple, où les aspirations du Québec et certaines aspirations du Canada ne seront jamais satisfaites si l'immigration en provenance d'Afrique devait être fermée. On cherche des immigrants qui connaissent la langue française, mais qui ont une facilité, je dirais, à vivre culturellement et autrement dans cette langue. Donc, il y a eu un moment un peu gris. Soyons francs, c'est ça qu'on vient de vivre. Il y a des lumières qui s'allument et espérons que on va passer des moments gris et des moments plus lumineux. Peut-être que le Canada a payé le prix de cet éloignement de l'Afrique, surtout dernièrement lors de cette candidature pour l'obtention d'un poste dans le Conseil de sécurité. Peut-être qu'elle a perdu plusieurs amis qui pouvaient servir pour aider le Canada à obtenir ce poste. Et aussi... Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le vote africain n'a pas été favorable au Canada et on a préféré donc les petits pays européens au Canada. Ça fait mal ici certainement, mais ça devrait au niveau du gouvernement fédéral, je suis pas là moi, mais ça devrait amener les gens à une vraie réflexion sur les réseaux solides qu'avait le Canada dans le monde et qu'apparemment il a beaucoup de difficultés à mettre en branle pour ses objectifs internationaux, au point de s'être fait à 2 reprises refuser un siège au Conseil de sécurité, ce qui n'est pas rien. Une autre question dans le même sens de notre collègue. L'éloignement de l'Afrique était-il un choix stratégique ou idéologique, géopolitique ou par pragmatisme économique? Écoutez, c'était le gouvernement de M. Harper était un gouvernement, je répète, légitime, mais conservateur, très conservateur. Je dirais qu'il y avait un choix idéologique. À quoi sert tout cet investissement dans l'aide publique au développement? Quelle place un pays comme le Canada peut-il occuper dans un continent où les Européens et maintenant les Asiatiques et maintenant le monde arabophone se précipite d'une certaine manière? À la vérité, le Canada s'est retiré d'Afrique au moment où tout le monde y arrivait. Et voilà. Comment s'y insérer à nouveau? Vous savez, les chiffres que j'ai évoqués tantôt devraient tous nous faire réfléchir beaucoup. La population du continent africain va doubler. Ça veut dire que dans les 30 prochaines années, les systèmes scolaires africains, les systèmes de formation technique et professionnelle, les universités, devront accueillir 300 millions d'enfants et de jeunes. Les besoins de l'Afrique sont et seront immenses. Quand on dit que toute ville qu'on voit va doubler, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire en termes de besoins de toutes sortes. Et ce que j'ai pas dit tantôt, que j'aurais pu dire, c'est qu'il y a il y a les villes qui existent et qui doublent. Et en Afrique aujourd'hui, un peu comme c'était le cas en Chine, il y a peu d'années, plein de villes nouvelles qui émergent. Plein de villes complètement nouvelles qui émergent. Au nord de Dakar, entre Dakar et le nouvel aéroport du Sénégal, il y a une ville nouvelle technologique qui est un projet, je l'ai vu, elle existe, en banlieue éloignée de Kigali,
on est en train de construire une espèce de Brasilia, comme on avait fait au Brésil il y a longtemps. Si vous allez à Ouagadougou, on va vous amener visiter Ouaga 2000, qui est une ville nouvelle. Et les exemples, la liste n'arrête pas de s'allonger des villes nouvelles qui se créent sur le continent africain. Donc les besoins en énergie, les besoins en eau, les besoins en formation de toutes sortes, en services de toutes sortes vont être considérables. J'imagine qu'un pays comme le Canada pourra trouver dans cette immense liste, dans ces créneaux multiples de besoins, de biens et de services, une place qui corresponde à ce qu'il a peut-être à offrir et qui pourra tranquillement reprendre une place. Mais attention, le continent africain n'est plus ce qu'il était il y a 15-20 ans. Oui. La France le sait. Les intérêts français ont reculé immensément. Les intérêts italiens et allemands ont augmenté sur le continent. Il est arrivé une chose énorme dans le monde, le transfert de la richesse de l'Ouest vers l'Est du monde, vers notamment la Chine, mais pas seulement, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, Taïwan, le Japon, la Corée. Voilà la grande zone de l'avenir du monde, de l'avenir de la production de la richesse. C'est pas simplement la richesse qui est allée vers l'Asie, c'est la capacité de la produire. Et c'est sûr que qu'est-ce que fait la Chine? Qu'est-ce que essaie de faire l'Inde? Qu'est-ce que fait le Japon? Qu'est-ce que fait même le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie? Qu'est-ce que tous ces pays-là font sur le continent africain? Ils sont en train de se tailler une part, espère-t-il, de ce grand marché, de ce marché qui sera l'un des premiers marchés du monde. Alors, revenir en Afrique, penser qu'on peut garder sa position en Afrique et même l'enrichir, comme le croient les Français, revenir en Afrique, comme on vient d'en débattre pour un pays comme le Canada, sont des opérations complexes. Il faut pas se tromper. Il faut pas, notamment, penser que on peut recommencer comme avant. À la vérité, l'Afrique n'a pas besoin d'être publique, sauf s'il y a une pandémie, s'il y a une famine. Elle a besoin d'investissement. Ce qui intéresse les Africains aujourd'hui, les plus jeunes notamment, c'est l'investissement. C'est le vrai argent dans des vraies affaires qui s'appellent les transports, la refonte, la réfaction des voies ferrées, la modernisation des ports, qui est en train de se faire d'ailleurs, des grands ports de tous les grandes villes portuaires du continent africain, dont certaines sont au Maroc d'ailleurs. Avant la pandémie, on pensait de refaire les aéroports aussi. Il y en a plusieurs qui ont été refaits, etc., etc. L'investissement dans l'agriculture, dans le transport. Et puis on voit des choses qu'on n'avait jamais vues sur le continent africain. Les sociétés africaines, on parlait tantôt des sociétés marocaines, mais les sociétés marocaines sont des sociétés africaines. Mais il y a des sociétés africaines de plusieurs pays d'Afrique. Oui. Je dirais d'une vingtaine de pays d'Afrique qui ont maintenant des activités réelles, durables, dans plus de 10 pays du continent, dans 10, 15, 20, 30 pays du continent. Ça, c'est important. Ils ont besoin de transport pour les marchandises, etc., etc. Donc, revenir en Afrique pour le Canada, s'installer, regagner ses parts de marché pour d'autres pays, etc., etc., c'est devenu un endroit extrêmement compétitif. Et aller en Afrique aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose pour un pays, pour des intérêts, pour des investisseurs, etc., pour un gouvernement. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on pouvait faire il y a 15 ou 20 ans. Est-ce qu'on peut conclure que le Maroc a été très intelligent d'aller se placer là où le grand chantier va venir? Écoutez, je vous laisse le mot, je vous laisse le choix des mots. Intelligence, stratège, futé. Il me semble que, en tout cas, l'intuition qui a présidé à ce choix était risquée, était pleine de risques et pleine de promesses. Et fort heureusement,
il apparaît que ce sont les promesses qui ont pris le pas. Je crois que le Maroc a fait un choix exceptionnel, que les pays asiatiques font après lui, et qu'il est donc dans la courte liste des 10 pays peut-être au monde qui ont vraiment compris ce qui arrivait au continent africain. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Louis Roy. C'était un énorme plaisir que de passer cette heure avec vous. On vous laisse dans un mot de fin pour les gens qui nous suivent. Merci à vous. Ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous pendant cette heure aussi. Au plaisir de se retrouver. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Louis Roy. Donc, mesdames et messieurs, quand vous avez suivi avec nous cette belle rencontre avec Monsieur Jean-Louis Roy, une rencontre très riche, une rencontre très très importante avec tout le contenu qu'il a apporté. Et puis, on est très très content d'avoir des gens comme Monsieur Jean-Louis Roy avec nous pour nous enrichir et pour nous éclaircir sur des points très intéressants. إذن سيداتي وسادتي كنتم في هذا اللقاء مع جريدة الصحافة الإلكترونية في برنامج عذراوي لايف مع ضيفنا جون لوي روا الذي أتحفنا بمجموعة من الأفكار حول موضوع هذا الاستقبال الذي حظي به الفرقاء الليبيون على أرض المغرب. المغرب يعود بقوة بعد أن تم إقصاؤه من لقاء برلين. المغرب يسجل نقاط مهمة جدا من حيث الوجود على الصعيد الدولي، وهذه النتائج الطيبة والتي إن شاء الله ستحمل معها مجموعة من القرارات التي ستعود بالخير والأمن على الشعب الليبي الشقيق. إذا كان معكم عبد الرحمن عذراوي مباشرة من مدينة لافال بكندا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.